En décembre, c'est le marathon du don de Radio Courtoisie. Alors, la mission première de Radio Courtoisie, déjà, c'est la défense des valeurs traditionnelles, de la vérité et de la liberté d'expression la plus absolue dans le respect de la loi. Et nous avons pour principe, comme devise, de réinformer. Alors, la réinformation, c'est un mot qui est passé dans le langage commun aujourd'hui, mais il a été forgé à Radio Courtoisie. La réinformation, qu'est-ce que c'est ? Ça n'est pas de la désinformation à l'envers, c'est le contraire de la désinformation. C'est-à-dire qu'on donne des faits vrais, et ensuite, on donne une interprétation qui, elle, est libre, mais encore une fois, l'exigence, c'est la vérité. Alors, si vous aussi, vous appréciez qu'on essaye de vous proposer autre chose que le robinet d'eau tiède des médias habituels... Oula, c'est tiède. Si vous appréciez qu'on essaye d'approcher avec vous de la vérité, eh bien, participez à notre marathon du don. Donnez-nous les moyens de défendre vos idées. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr. Ligne droite. Le grand réveil. Bonjour Bruno Nort. Bonjour Maud. Merci beaucoup d'être notre invité ce matin. Alors je rappelle à nos auditeurs que vous êtes président du Centre national des indépendants et paysans. Pour faire un point un petit peu sur votre actualité, avant d'évoquer l'actualité, Bruno Nort, vous avez rejoint Reconquête en tant qu'allié en 2022. Puis il y a eu cette scission que l'on connaît entre Marion Maréchal et Éric Zemmour. Ces alliés sont partis également. Jean-Frédéric Poisson en particulier a également pris ses distances un peu plus tôt. Et vous, Bruno Nort, qu'êtes-vous devenu par rapport au parti d'Éric Zemmour ? Bien, tout d'abord, il y avait un partenariat que nous avions signé en 2022 et qui s'est achevé par la dissolution. Aujourd'hui, je reste en très bons termes avec Éric Zemmour et Sarah Knafo. Maintenant, il n'y a plus de partenariat dans le cadre d'élections législatives pour le moment, mais tout est ouvert et je pense que Reconquête a besoin de partenaires et nous avons cette loyauté. Nous ne regrettons en tous les cas rien de ce que nous avons fait. Le parti avait voté à 80% le soutien à Éric Zemmour sur un slogan clair pour que la France reste la France. Je ne peux pas imaginer qu'on puisse être sur d'autres plans. Il faut que la France reste la France, tout simplement. Alors, je voudrais commencer cet entretien, si vous voulez bien, avec l'actualité qui a marqué ce week-end, la réouverture de Notre-Dame de Paris. Ce cortège de dirigeants du monde entier réunis dans cet édifice. Est-ce que vous avez suivi cet événement, Bruno Nort, d'abord, et qu'en avez-vous pensé ? D'abord, c'est beaucoup d'émotions de revoir ce phare du Moyen-Âge, cette renaissance, résurrection de Notre-Dame. C'est beaucoup d'émotions. D'abord, c'est ça qui m'a animé. Et puis ensuite, je dirais que c'était le retour de l'excellence française, la magnificence de cette belle cathédrale de Notre-Dame qui appelle pour les chrétiens, et pas seulement pour les chrétiens, beaucoup d'espérance dans un monde si troublé. Et puis je veux aussi retenir, bien entendu, ceux qui ont permis que cette cathédrale ne soit pas un monceau de cendres, ces pompiers qui se sont battus pour que, en particulier, la tour nord ne s'effondre pas. Et puis, comme je suis un indépendant et paysan, je voudrais penser à tous ces artisans, à ce savoir-faire, à cette transmission. Pour moi, c'est aussi le retour de l'excellence française, et puis c'est aussi de dire au monde que la France éternelle, ça reste, et ça restera pour toujours la fille aînée de l'Église, et on l'a aussi démontré à travers ces cérémonies. Bon, alors, votre témoignage fait du bien parce qu'il va à rebours en fait, de tout ce qu'on a pu lire sur les réseaux sociaux après cette cérémonie, notamment des indignations vis-à-vis d'Emmanuel Macron qui part dans la cathédrale. Vous retenez surtout le message d'espérance, de beauté. C'est vrai que ça casse avec certaines... Non, mais c'est très bien, mais justement... Mais je ne suis pas dans la polémique, c'est pour ça que finalement je suis quelquefois peu... comment dirais-je, on m'interroge peu, parce que le buzz et la polémique, c'est pas trop mon truc. Voilà. Vous avez bien raison. Voilà. Franchement, comment être dans la polémique ce matin, quoi. Voilà, il y a quelque chose d'extraordinaire. Enfin, voilà,
ce que je peux retenir, à contrario, c'est que voilà, quand on a libéré les savoir-faire, quand on a passé au-dessus de réglementations absolument kafkaïennes, eh ben on arrive à faire des choses extraordinaires. C'est ça Ouais. qu'on doit retenir. La beauté, enfin, et puis aussi dans une société où le sacré n'a plus d'importance, quand même, c'est l'alliance de ce sacré universel. Je rappelle que même dans le couplet de la Marseillaise, on parle d'amour sacré de la patrie. Mmh. Et bien voilà, il y avait ce sentiment mêlé entre ce que représente cette cathédrale Notre-Dame pour la France, et j'allais dire, c'était peut-être Notre-Dame du monde. L'une des informations de cette cérémonie aussi, elle a été donnée par le pape François lui-même, mais par la voix d'un évêque français qui a affirmé dans une lettre adressée aux Français que l'entrée de la cathédrale resterait gratuite, le tout devant la ministre démissionnaire de la Culture. On ne s'attendait pas vraiment à cette précision. C'est une bonne nouvelle, ça, Bruno Nort ? Écoutez, tout ça, enfin, il y a quand même beaucoup de monuments au monde où l'entrée, alors là on est dans une question de monuments où les entrées sont payantes pour un certain nombre de raisons. Là encore, je ne vais pas rentrer dans cette polémique-là, c'est pas le moment, quoi. Euh, Rachida Dati avait fait des propositions. Voilà, je trouve ridicule que dans un moment d'éblouissement, de grande émotion, on revienne à des questions, à mon sens, trop terre-à-terre. Alors l'autre moment fort de cette cérémonie, surtout une image, celle d'Emmanuel Macron et de Michel Barnier séparés par l'allée centrale. Je ne sais pas si vous avez cette image en tête. Un Emmanuel Macron plutôt heureux d'être là, et puis un Premier ministre démissionnaire assez nerveux, Bruno Nort. En tout cas, ce sont les témoignages qu'on a eus. Il était un peu crispé et il n'avait visiblement pas envie enfin, je ne vais pas dire de rester, ce ne serait pas vrai, mais en tout cas, ça bougeait pas mal. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette image ? Écoutez, là encore, je veux pas rentrer dans la polémique. Emmanuel Macron, c'était pas le moment d'Emmanuel Macron, c'était le moment de Notre-Dame et de la France. Donc, je vais pas chercher l'état d'esprit des uns et des autres. Nous avons accueilli l'universalité de la planète. Restons sur la beauté de ce moment et ne cherchons pas de polémique. Beaucoup de sagesse ce matin, Bruno Nort. Alors, on va parler de la crise politique qui touche le pays depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Elle a été marquée notamment par deux événements récents. Cette année, la dissolution de l'Assemblée nationale et la motion de censure plus récemment. Il s'agit peut-être de la situation politique la plus instable de la Ve République. Et le Rassemblement national, c'est quasi historique, s'est associé au nouveau Front populaire, à la France insoumise, pour faire tomber ce gouvernement de Michel Barnier. Était-ce une bonne stratégie ? Qu'avez-vous pensé de cet épisode, Bruno Nort ? Alors, tout d'abord, puisque vous avez rappelé l'instabilité politique du moment, c'est vrai qu'on est un petit peu dans une situation de 4e République avec des institutions de la 5e. Dieu merci. Ensuite, je voudrais rappeler que la responsabilité de cette situation, elle incombe presque exclusivement au président de la République. Je veux dire, qu'avait-il besoin de dissoudre alors qu'on sait très bien que l'incidence d'élections européennes sur la vie politique intérieure est en général quasi nulle. Bien, il a dissous et nous en venons à cette forme d'instabilité qui s'installe. Sur la motion de censure, ma position, enfin je l'ai exprimée clairement, je n'aurais pas voté cette motion de censure. Celle-là. Celle du nouveau Front populaire. Celle du nouveau Front populaire. Dans l'ADN de notre mouvement, nous avons à lutter contre la gauche sous toutes ses formes. Et là, on n'est même pas sur la gauche, on est sur l'extrême gauche. Comment est-ce que vous voulez que la motion de censure qui se vote quand même sur un texte, il ne faut pas oublier, alors on dit c'est une censure, oui c'est une censure, non, c'est un texte. Ce texte était tellement ignominieux que de toute façon, il était pour moi pas... on ne pouvait pas le voter. Alors, vous auriez voté pour la motion de censure proposée par le Rassemblement national ? Je ne sais pas. De toute façon, on voit bien que la situation... Et puis, alors,
pour répondre à votre question, après, est-ce que c'était vraiment le moment ? Est-ce qu'il fallait ajouter de l'instabilité à l'instabilité ? Voilà, il y a voilà, cette frénésie de vouloir courir toujours plus vite, comme le disait le philosophe, mais on court de plus en plus vite dans ce monde, mais vers nulle part. Donc voilà, la situation, de toute façon, le président ne pourra pas dissoudre avant juillet de l'année prochaine, donc... je pense qu'il fallait raison garder. Si vous me dites, est-ce que j'étais satisfait du budget de M. Barnier ? Certainement pas. Et pourtant, Michel Barnier, je le connais depuis très longtemps. J'avais répondu à sa déclaration de politique générale où il expliquait grosso modo qu'il fallait réduire les dépenses, point 1, réduire les dépenses, point 2, et puis augmenter les impôts, 3. Et nous avons répondu, pour nous, il faut 1, réduire les dépenses, 2, réduire les dépenses, 3, réduire les dépenses. Voilà la politique de la France. Une politique qui a été menée en son temps par de brillants anciens que sont Antoine Pinay notamment, sur une politique économique qui n'a rien à voir avec celle qu'on mène aujourd'hui, et qu'on ne nous dise pas que nous ne sommes pas en capacité de le faire. Et j'ajoute quand même que de toute façon la politique économique du Rassemblement national est une politique de gauche, trop étatiste, et je ne sais pas si elle aurait été beaucoup plus bénéfique que celle qui est menée aujourd'hui. Voilà, il faut oser dire les choses. Maintenant, faire 11 millions d'électeurs, c'est très bien, mais ça ne constitue pas une majorité. Et je voudrais aussi dire que vouloir à tout prix la proportionnelle, pour ma part, si vous faites une proportionnelle intégrale, si vous faites 33% ou 34%, ça ne fera que 33 ou 34% des députés. Ça ne vous donnera pas une majorité à l'Assemblée. Et c'est pas quand on n'arrive pas à obtenir une majorité avec le scrutin, enfin avec les règles du jeu actuelles, qu'il faut se dire, on va changer les règles du jeu parce que ce sera éventuellement bénéfique. Non. Les institutions doivent être stables et la logique, c'est d'arriver à convaincre 50% des Français pour avoir une majorité. Et c'est tout. On voit bien, par exemple, dans ce qui s'est passé dans les Ardennes, je suis conseiller régional élu par les Ardennes. Au premier tour, le candidat du Rassemblement national avait fait 39%, il passait largement en tête. Le candidat macroniste déguisé, 25%. Personne n'imaginait sa capacité à pouvoir regagner cette circonscription. C'est un échec pour le Rassemblement national, manifestement. Moi, je ne l'explique pas. Je ne vous dis pas que c'est le procès de Marine Le Pen ou la dissolution. Je constate, en tout cas, qu'ils n'ont pas été capables de rassembler suffisamment et que finalement, la gauche, les Républicains, Wauquiez et éventuellement telle ou telle divers droite ont permis, encore une fois, de faire barrage au Rassemblement national, ce qui est un échec depuis le mois de juillet. Mais on n'est plus dans la vague. Ouais. On n'est plus dans la perspective de Bardella, Premier ministre, et donc les gens se rendent bien compte aussi d'une réalité qui n'est pas forcément celle qui nous est décrite par le Rassemblement national. La plupart des agriculteurs, Bruno Nord, n'ont pas apprécié cette motion de censure non plus. Certains ont mené même des actions contre des élus, y compris des élus du Rassemblement national, qui l'ont voté, cette motion de censure. Ils leur reprochent d'alimenter cette instabilité, c'est ce que vous disiez à l'instant. Oui, ils ont raison, ces agriculteurs. Alors, il ne s'agit pas de tous les agriculteurs, bien sûr. Non, ils n'ont pas raison de mener d'actions violentes, quelles qu'elles soient. D'ailleurs, j'ai été aux côtés des agriculteurs pendant cette campagne à plusieurs reprises, toutes tendances confondues. Ce que moi j'ai ressenti, c'est que les agriculteurs, ce sont plutôt des gens qui sont responsables. Et oui, ils en ont marre d'être toujours la variable d'ajustement de tel ou tel accord. Je parle en particulier du Mercosur. Et pour le coup, effectivement, dans la mesure où il y avait des mesures d'accompagnement favorables aux agriculteurs dans le projet de budget de M. Barnier, peut-être n'ont-ils pas compris cette frénésie à tout prix de vouloir censurer le gouvernement Barnier qui a eu des conséquences, on va dire, contraires ou néfastes pour eux. Alors le Mercosur, justement, vous venez de l'évoquer. Ursula von der Leyen s'est engagée à voter ce traité de libre-échange. La voix de la France, de toute évidence, ne compte plus, n'a jamais compté. Je ne sais pas quel est votre rapport justement à tous ces débats sur le Mercosur, Bruno Nord.
Ce que vous avez dit est très clair. La voix de la France ne compte plus, c'est bien le problème. Alors, indépendamment du Mercosur, je crois que la voix de la France et d'Emmanuel Macron sont aujourd'hui absolument insignifiantes. Pour le reste, ce que nous disons sur le Mercosur, c'est que, bien entendu, les choses sont plus équilibrées qu'on ne le croit. Tout n'est pas négatif dans le Mercosur, mais ce qui est surtout négatif, c'est vis-à-vis de nos agriculteurs. Et les agriculteurs sont toujours la variable d'ajustement de ce genre d'accord. Donc, c'est clair que le Centre national des indépendants et paysans se trouve aux côtés des agriculteurs, les défend et ne pouvait pas souscrire à ce type d'accord de libre-échange. Donc là, il n'y a pas de retour possible, en tout cas, sur ce traité, a priori? Écoutez, dans l'état actuel des choses et de la négociation de ce texte, non. Et on voit bien que la technostructure européenne a aujourd'hui le pas sur les États-nations. Voilà, c'est ça la problématique, c'est ça que nous devons défendre au sein des institutions européennes. Et il y a un moment donné où il faudra que la France use de tous les moyens pour faire entendre sa voix. Je dis, pour un parti comme le nôtre, c'est un Centre national des indépendants et paysans qui avons contribué à la construction européenne, cette noble idée de cette construction européenne. C'est-à-dire qu'Antoine Pinet a quand même mis en œuvre les premiers fondements de la communauté européenne, économique européenne dès 1958. Donc, ce que nous devons dire, c'est qu'à un moment donné, il faudra que la France, éventuellement, comme le général de Gaulle l'avait pratiqué, pratique la politique de la chaise vide. Si la France ne siège pas dans certaines instances, il ne pourra pas y avoir de décision. Il faut être intransigeant. Et puis, on a eu un président qui a été élu récemment aux États-Unis. Eh bien, c'est pas America First, mais c'est la France d'abord. Oui. Voilà, c'est tout. C'est ce que nous ne faisons pas. La France d'abord. Dans l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, est-ce que la France peut se permettre de sortir de certaines institutions? C'est ce que souhaite par exemple Nicolas Dupont-Aignan. Quel est votre rapport justement à l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui? Je veux dire que je ne suis pas un frexiteur, tout le monde le sait. Je suis quand même quelqu'un de raisonnable. Mais je pense que si nous n'y arrivons pas, eh bien, il faudra que nous prenions des mesures, et peut-être même des mesures extrêmes, pour faire comprendre aux autres États européens que ça suffit et qu'on ne peut pas continuer comme ça. Il nous reste un peu moins de 2 minutes, Bruno Nord. J'avais quelques autres questions d'actualité à vous poser, peut-être rapidement sur la situation en Syrie, parce que c'est aussi l'actualité majeure de ces dernières heures. Voilà, peut-être un mot sur cette situation générale. On entend tout sur le départ de Bachar el-Assad. Quel est votre avis sur tout ça? Mais moi, je pense toujours à la France d'abord. D'abord, comment la France va se protéger de tout ce qui va se passer. Je voudrais surtout dire, soyons modestes, ne soyons pas naïfs. Voilà, on a un régime barbare, et j'ai bien peur que ce soit un autre régime barbare qui lui succède. Une dernière question, Bruno Nord, en 30 secondes. Édouard Philippe a déclaré il y a 2 jours, on est proche d'une crise de régime en France. La France d'abord, vous disiez tout à l'heure. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Édouard Philippe? Je pense que les institutions sont très fortes. Elles vont permettre à la France de tenir. Je crois dans ces institutions et je crois dans la capacité de la France à trouver un sursaut et bien entendu de rester la France. La grandeur de notre pays est quelque chose qui est pour moi fondamental. Donc c'est la grandeur de la France et la France ne pourra pas décliner simplement pas à cause d'une crise institutionnelle. La grandeur de la France. Merci beaucoup Bruno Nord pour ces mots et puis pour cette interview, cette intervention à notre antenne. On vous recevra, j'arrive plus ce matin, pardon. On vous recevra bien sûr très bientôt. Je rappelle que vous êtes président du Centre national des indépendants et paysans. Merci d'être venu à notre antenne ce matin. C'est moi qui vous remercie.